Très heureuse de vous retrouver encore en ce dimanche, mesdames et messieurs, pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois le conseiller du ministre de la Communication, Mandak Katako, si je ne me trompe pas, et avec lui, nous allons en tout cas débattre des temps forts de l'actualité de cette semaine. L'actualité est très très riche, alors très heureuse de vous recevoir, Mandak Katako. Merci de m'avoir invité, madame. Je vous en prie. Alors, comme l'actualité est riche, nous entrons directement dans le premier sujet. Comme vous le savez, le chef de l'État est descendu au Grand Kasaï pour, en tout cas, réconforter la population. Il était à Mbuji-Mayi et à Kananga. Plus de détails avec ce premier condensé. Troisième jour du président de la République à Kananga dans le Kasaï central. Joseph Kabila, assisté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, va enchaîner les rencontres avec différentes composantes de la société du Kasaï. Députés provinciaux, sociétés civiles, membres de la Fédération des entreprises, confessions religieuses, notabilités du Kasaï central, chefs coutumiers par territoire, mais également la jeunesse. Autant des délégations reçues par le chef de l'État, il sera à leur écoute, chacun avec ses déshydratats, mais aussi avec les pistes de solutions pour le décollage économique de la province et la fin de l'insécurité orchestrée ces 8 derniers mois par les terroristes qui agissent sous le label de Kamwina Sapu. Une initiative saluée par ces différentes couches de la population du Kasaï central. Dans notre entretien avec lui, nous lui avons présenté la situation relative à l'insécurité qui autrefois avait plongé la population de cette province dans la désolation. Et présentement, nous avons pu constater que le calme est revenu à plus ou moins 85%. Et lui-même a salué cela, tout en nous recommandant davantage de sensibiliser la population pour qu'elle puisse également contribuer à cette paix qui constitue son cheval de bataille. Nous avons demandé son implication personnelle pour la paix, pour une paix durable au Kasaï central et pourquoi pas dans le Grand Kasaï. Bien sûr, il travaille en déléguant les autorités, mais sa présence ici a ajouté un plus. C'était pour booster encore cette paix et il a déclaré lui-même qu'il est prêt à s'impliquer personnellement pour que cette paix perdure, pas pour 2 ou 3 jours, parce qu'avec une paix précaire, les investisseurs ne viendront pas. Après Kananga, le chef de l'État serait aussi attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental. C'est en début d'après-midi de ce vendredi 2 juin que le chef de l'État est arrivé à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Joseph Kabila sera accueilli par plusieurs officiels, dont le gouverneur de la province ouest kassaïenne, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur ou encore le ministre de la Défense. Mais le plus gros comité d'accueil attendait le président de la République au sortir de l'aéroport de Bipemba. Jeunes et vieux, hommes et femmes de toutes les couches et de toutes les communautés n'ont pas voulu rater l'occasion de témoigner leur attachement au raï. Joseph Kabila va visiblement tomber sous le charme de cette population en liesse et va décider de communier avec elle, d'où cette marche à pied. Une façon pour lui de prouver à tous qu'il reste proche des siens, de son peuple, peu importe sa province, son appartenance ethnique ou tribale. Arrivé au gouvernorat accompagné d'une marée humaine, le chef de l'État va présider un conseil de sécurité extraordinaire élargi. Joseph Kabila va donner des instructions claires pour mettre tout en œuvre afin de pacifier le Grand Kasaï, renforcer la cohésion nationale et ainsi s'atteler à la relance des activités pour le développement. Pour rappel, Mbuji-Mayi est la deuxième étape de cette tournée du président de la République au centre du pays, après Kananga, dans le Kasaï central. Aujourd'hui, c'est le 4 juin. Nous présentons donc nos vœux le meilleur ou bon anniversaire au chef de l'État et à sa jumelle. Donc,
Manda Katako, vous avez suivi la descente du chef de l'État dans le Grand Kasaï, moi je l'appelle ainsi, dans le Grand Kasaï, donc Mbujima et Kananga. Pour vous, est-ce que cette présence a-t-elle impacté pour trouver une solution dans cette crise dans le Grand Kasaï? Ben, je pense que la marée humaine qu'on a vue tout à l'heure là montre bien que le président de la République avait répondu aux besoins des populations. Donc les problèmes du Grand Kasaï ont été pris à bras les corps depuis l'instabilité à Kananga avec les terroristes Kamina Sapu. Le président de la République était aux commandes. Il avait dépêché son vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a assuré une succession pacifique au Kamina Sapu tué. Son successeur a appelé au calme, à la paix, a dénoncé les crimes et a appelé la population à se mobiliser autour du gouvernement pour pacifier la région. Le président de la République a envoyé son vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Cheo Kitundu, en Angola, au niveau de la frontière, pour voir ce qui se passait par rapport aux déplacés. Il s'est imprégné de la situation des réfugiés et a promis d'apporter des solutions et des réponses adéquates. Donc on voit bien que le président était déjà au front et là, il est descendu pour palper du doigt les résultats du travail qu'il avait lancé au président. Mais le seul hic, c'est vrai que nous l'avons vu, le chef de l'État, la question d'ailleurs que la population et les Kinois se posent, pourquoi il ne s'est pas adressé à cette population du Kasaï? Parce qu'on attendait aussi qu'il puisse dire un mot, compatir verbalement. C'est vrai qu'il a été sur le terrain, il a été reçu, vous avez dit vous-même, un bain de foule, on l'a vu, Élisée Odia l'a clairement dit lors de ce reportage, mais il n'a pas parlé à cette population. Non, le président a échangé avec les différentes couches de la population. Un bain de foule parlait comme à l'époque, c'est peut-être comparaison n'est pas raison, mais comme Mobutu à l'époque parlait à cette population, qu'on l'entende. Aujourd'hui, on a besoin de résultats. On n'a pas besoin de discours. Mobutu, c'était un grand tribun qui parlait, mais nous savons où est-ce que tout ça s'est terminé. Il est parti, il a laissé les caisses vides. Donc là, on a besoin de résultats. Le président de la République s'est entretenu avec les différentes couches parce qu'il ne veut pas faire de la politique chaud, mais de la politique résultat. Alors, les résultats, il faut discuter avec les gens dans des conditions de sérénité, s'imprégner des problèmes et y apporter des solutions adéquates. Il a évité la politique chaud pour des discussions sérieuses et apporter des solutions aux problèmes des populations du Grand Kasaï. C'est vrai, moi j'ai un jeune avec moi, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. C'est vrai, vous avez dit que le chef de l'État a envoyé Monsieur Cheo Kitundu, voilà, en Angola, pour voir un peu comment la situation, surtout des réfugiés en Angola. Mais qu'on le veuille ou pas, il y a un certain nom qui circule. Lui, il a apporté des solutions pratiques à cette population dans les frontières. Pourquoi, par exemple, Cheo Kitundu est allé les mains vides sans apporter peut-être de la nourriture, de l'eau et tout ça? Nous ne sommes pas. L'humanitaire, ça compte aussi. Nous ne sommes pas dans la politique chaude. Tout est politique chaude. Nous sommes dans le résultat. La personne dont vous parlez, elle est venue quand? Elle a ramené ces tonnes de marchandises quand? Ses dons quand? Après la visite, les passages de Léonard Cheo Kitundu, alors qu'il habite en Angola, lui il vit en Angola. Depuis tout ce temps, il ne savait pas qu'il y avait des réfugiés en Angola, qu'il y avait ses frères, ses compatriotes en Angola. Il fallait que le vice-premier ministre des Affaires étrangères congolais passe par là pour que ces messieurs se rendent compte qu'il y avait une population. Ça a été un déclic, peut-être. Alors, bravo au président de la République qui a dépêché son vice-premier ministre là-bas. Si ça a été un déclic, bravo au président de la République. Nous avons suivi aussi le propos de Clément Kankou. En tout cas, ça a été un choc parce qu'il a nommément cité des noms à la Libre Belgique. Il a dit qu'il n'est pas seul, il ne coulera pas seul. Pour lui, c'est Évariste Bochab qui est l'instigateur de ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui. Il faut qu'il vienne le faire ici. Il ne doit pas faire des choses comme les candidats autoproclamés aux élections présidentielles non convoqués. Katumbi qui est à l'extérieur en train de se défendre dans différents médias alors qu'il doit répondre à la justice. Il ne doit pas le faire à la Libre Belgique. Il faut qu'il vienne ici. Si on interdit de parler, vous l'avez suivi, on a interdit son point de presse ici à Kinshasa. Il voulait parler à la presse, on a dit non. Mais oui, parce qu'il doit parler à la justice. Il doit s'exprimer. Parce qu'il doit parler à la justice. Monsieur Kankou a été formellement identifié comme grand acteur du chaos kassaïen à travers les écoutes téléphoniques,
Alors il peut faire autant de déclarations qu'il voudra à l'extérieur, il a été formellement identifié comme tel. Il faut qu'il vienne parler à la justice. Est-ce que le PGR ne peut pas écouter aussi Évariste Bochaba? Parce que son nom a été cité quand même, qu'on le veuille ou pas, et qu'il ait parlé à la Libre Belgique ou ailleurs, mais le nom d'Évariste Bochaba a été cité. Est-ce que le PGR ne peut pas ouvrir une enquête aussi dans ce sens-là? Madame, le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, l'avait dit. Différentes personnalités ont été mises sur écoute parce qu'il fallait régler le problème des Kananga. Monsieur Kankou a été formellement identifié. C'était une fuite d'informations, le ministre de la Justice l'avait reconnu, l'article qui a été balancé dans New York Times, mais laissons la justice faire son travail. Les investigations continuent. Si l'ex-vice-premier ministre Évariste Bochaba est reconnu, identifié comme tel, il sera interpellé. Mais où se trouve Clément Kankou? Parce qu'on lui a interdit de sortir du territoire national, mais on a ouï dire qu'il est en Belgique aujourd'hui. Si c'est vrai, comment est-il sorti comment est-il arrivé en Belgique aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus important, c'est que M. Kankou revienne et réponde à la justice. Ah, quand il revient, donc il est en Belgique? Parce que où qu'il soit, parce qu'il a été identifié formellement. Et c'est ça qui est curieux. Une personne qui a été identifiée formellement, et c'est cette personne qui est le grand absent de la liste des sanctions de l'Union européenne. On en parlera aujourd'hui, voilà. Et si aujourd'hui, il s'est fait que M. Kankou traîne du côté de Bruxelles, tout ça, ça mérite réflexion. Il y a des questions qui se posent et ça mérite réflexion. Mais où qu'il soit, il faudrait qu'il se rende à la justice et qu'il vienne parler devant la justice. Ça ne sert à rien de parler dans les médias, ça ne sert à rien de parler à la livre. Il faut qu'il vienne, qu'il se rende à la justice et qu'il parle, qu'il témoigne, qu'il délie sa langue. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est le lancement de l'opération de l'enrôlement à Kinshasa. En tout cas, le go a été lancé cette semaine. Alors, nous attendons à Kinshasa plus ou moins 4 à 5 millions d'enrôlés, selon le président Corneille Nangaa, et la sensibilisation de l'enrôlement par le parti cher à Martin Fayulu, les CD. Dimanche 28 mai, il est 7 heures du matin, Joseph Kabila arrive à l'Athénée de la Gombe, l'un des centres commis à l'opération d'enrôlement. Le chef de l'État y est accueilli par le président de la CENI et va tout de suite se soumettre aux formalités d'usage. Remise de son ancienne carte pour identification, prise de la photo puis des empreintes digitales, et voilà le Raïs avec sa nouvelle carte d'électeur. Pendant ce temps, à Lingwala, l'une des communes concernées par cette première phase de l'enrôlement, rien ne semblait marcher. L'engouement suscité par l'obtention de la carte d'électeur va laisser la place à la frustration. Arrivé sur le lieu dans le cadre de sa tournée de sensibilisation, l'actuel ministre de l'aménagement du territoire sera témoin de ses ratés, mais Félix Kabange Numbi se veut rassurant. C'est le début. Maîtrise de l'appareil, vitesse dans la saisie des opérateurs, et tout ça, ça crée une lenteur de démarrage. À noter qu'en marge de cette opération d'enrôlement à Kinshasa, la CENI n'exclut plus d'atteindre les 8 millions d'enrôlés, mais renvoie la balle aux Quinois. Plus ou moins 4 500 000 électeurs attendus à Kinshasa, mais les Quinois me disent que non, 4 millions c'est peu, la balle est dans leur camp, la balle est dans notre camp, nous Quinois. Enrôlons-nous massivement pour que nous atteignions 5 millions, 6 millions, pourquoi pas 8 millions. La balle est dans notre camp, il nous appartient de le faire. L'opération est pour 90 jours, rappelle Corneille Nangaa. Le président de la centrale électorale insiste sur quelques dispositions pratiques à observer pour le bon déroulement de ce processus, notamment se classer toujours en 2 rangées, hommes et femmes, éviter les bousculades et accorder la priorité aux personnes vulnérables, dont les vieillards, les femmes enceintes, mais également celles avec les enfants à bas âge. Fayulu devant les chefs de cellules de base de l'ECD du district du Moamba.
L'homme amorce une tournée de réarmement moral sur fond d'explications sur la situation actuelle au pays auprès des siens. Cette séance de travail coïncide avec le démarrage à Kinshasa de l'opération d'identification et d'enrôlement. Donc forcément, le président national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement va donner des orientations précises à ses représentants auprès de la base pour que cette opération dans la capitale soit un franc succès et aller au-delà des prévisions de la CENI. Fayulu, qui n'a jamais caché son scepticisme à l'endroit du travail des membres de la CENI, appelle à la vigilance tous azimuts et entend avoir un œil regardant sur ce processus. Nous disons que Kinshasa doit avoir au moins 8 millions d'électeurs parce que on est en train d'enrôler même les mineurs de 16 ans pour prévenir les élections à venir. Donc, étant donné que le ratio est de 46% de la population, nous disons, si c'était seulement le majeur, on pouvait avoir 6 500 000, 7 millions. Mais comme on enrôle aussi les 16 ans, Kinshasa doit avoir plus de 8 millions. Pourquoi nous disons ça? Parce que, vous le savez très bien, la fraude électorale commence à partir des opérations d'enrôlement. Vous essayez d'augmenter un côté et de l'autre côté, vous baissez l'électorat. Et ça, c'est la tricherie. Nous avons dit aux membres de la CENI que nous sommes très vigilants. Nous allons tout regarder, nous allons auditer. Après le Mamba, le président national de l'ICD compte mettre le cap vers le district de la Tchango afin de s'atteler au même exercice. Manda Katako, le lancement de l'opération enrôlement a déjà commencé dans la ville de Kinshasa, mais beaucoup, en tout cas, de Kinois reprochent à cette opération trop de ratés, hein, et pas trop de machines, les gens traînent trop pour avoir cette carte. D'ailleurs, merci à toi, Jeff Calais, parce que tu as fait plus ou moins 5 heures pour avoir une simple carte d'électeur à cette allure. Est-ce que vraiment dans les 90 jours, la ville de Kinshasa aura ces 8 millions selon Martin Fayulu d'enrôlés? Ben, moi je pense que si. Il fallait bien commencer, donc l'enrôlement est arrivé. C'est des problèmes des premiers jours, les gens s'adaptent, les équipes s'adaptent et même la population s'adapte aussi parce qu'il faut quand même une certaine discipline pour aller un peu vite. Donc là, c'était les aléas des premiers jours, mais je suis sûr que la vitesse des croisières sera prise. Parce que là, déjà, nous sommes à plus de 26 millions d'enrôlés. Déjà? Oui, plus de 26 millions d'enrôlés. Dans toute la République? Dans toute la République. Ah, ok, parce que moi j'ai cru à Kinshasa. Non, Kinshasa, c'est 8 millions. Non, on estime aller jusqu'à 8 millions, on ne peut pas aller au-delà. Mais nous sommes déjà à 26 millions. Et ça prouve bien que la CENI est en train de travailler, que toutes les machines sont mises en branle pour que les élections soient organisées dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est la seule garantie aujourd'hui. Le reste n'est que discours, c'est du verbiage, mais les résultats que la CENI apporte aujourd'hui, c'est des résultats qui garantissent tout le monde. Et c'est des résultats qui devraient apporter la sérénité, autant au niveau de la majorité présidentielle que de l'opposition et même de la communauté internationale. Vous avez reproché à un moment, je crois que la majorité présidentielle avait dit que non, l'opposition ne s'occupe pas des élections, l'opposition se bat que pour être à la primature, mais cette fois-ci nous avons vu Martin Fayulu sur le terrain, en tout cas se battre pour que les Kinois s'enrôlent, donc l'opposition ici, cette fois-ci est prête pour les élections. Oui, autant elle est à la primature, autant elle est sur le terrain, à se battre pour que les gens s'enrôlent, parce que c'est l'opposition qui a la primature. Et c'est la même opposition qui se bat aujourd'hui pour que les gens s'enrôlent et qu'on aille aux élections. Donc ils sont dans une certaine logique. Et nous encourageons, nous saluons cela. Nous avons suivi aussi à l'Est Manda Katako. Il y a eu dans un camp de réfugiés, on a remis quelques cartes d'électeurs. Il paraît que ce sont les voisins, les Rwandais, pour ne pas les citer, ont remis leurs cartes d'électeurs. Est-ce que comment savoir aujourd'hui pratiquement qui est congolais, qui ne l'est pas? Peut-être pas à Kinshasa, mais à Kinshasa aussi, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, surtout dans les provinces frontalières, comment savoir qui est congolais, qui ne l'est pas aujourd'hui? Non, mais c'est le travail que la CENI est en train
train de faire. Au fait, on procède à l'identification et puis on vous remet la carte d'électeur. Et la carte actuelle, elle est différente de la première carte parce qu'elle est sécurisée et on a tout changé. Ça veut dire machine, présentation de la carte, parce qu'il fallait éventuellement éviter le fraude de ces gens-là. Donc la CENI est en train de travailler dans ces sens, on identifie et puis on enrôle. Vous avez déjà obtenu votre carte? Non, pas encore, j'attends que l'enrôlement commence vers chez moi, j'y suis à Limité. Ah, donc à Limité, c'est pas encore arrivé comme chez moi, dans la commune de Mongafula. Donc nous restons un peu dans ce chapitre de carte d'électeur. Donc cette carte d'électeur, Manda Katako, fera encore office de pièce d'identité. Mais office de pièce d'identité, on a parlé de l'identification et qu'il fallait identifier les gens. Il y a une structure qui a été mise en place pour procéder à l'identification, recensement, pour qu'on ait une pièce d'identité. Là, nous devons aller aux élections. Il faut aller le plus vite aux élections. Alors, on a doté la CENI des moyens nécessaires pour qu'elle nous conduise aux élections. Tout le monde a réclamé les élections. On voulait bien aller au recensement, identifier les gens et avoir des cartes d'identité. Mais tout le monde voulait aller aux élections. Donc aujourd'hui, la CENI, autant elle enrôle, autant elle procède à l'identification un jour des que citoyens. Peut-être les prochaines générations aient cette fameuse pièce d'identité. C'est quand même aberrant, moi je l'ai dit, qu'un grand pays comme la RDC manque de pièce d'identité. Parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Plus de 15 ans, 20 ans après le départ de Mobutu, on n'a toujours pas cette pièce d'identité. La carte d'électeur, c'est pas une pièce d'identité. Nous avons aujourd'hui une institution, qui a la charge de recenser, la charge de recenser les Congolais et de produire la carte d'identité. C'est quelle institution? Mais comment ça, quelle institution? Mais dites ça à cette population. Vous faites l'ironie. Je vous en prie, dites-le à cette population, parce que 20 ans après, on n'a toujours pas cette pièce d'identité. Madame, on voulait, c'est ce qui avait été prescrit. On voulait tous commencer par le recensement. Par exemple, lier la pièce, le fait de faire cette pièce d'identité aux élections. On ne peut pas le faire en déant peut-être ce temps-là. Madame, pourquoi lier on a crié au loup quand il était question d'aller recenser la population. Ils ont dit que la majorité voulait glisser, la majorité voulait traîner, la majorité ne voulait pas d'élection. Alors aujourd'hui, la CENI reçoit les moyens du gouvernement pour identifier, enrôler les gens, parce qu'il faut aller aux élections. Après les élections, est-ce que Manda Katako peut se battre pour qu'un jour, il tienne dans ses mains une pièce d'identité? Madame, le président de la République l'a déjà fait. Nous avons une institution qui a la charge, qui est dirigée par le professeur Loubanou, qui a la charge de procéder au recensement et de produire la carte d'identité comme finalité. Donc le président de la République, les institutions du pays se sont déjà occupés de ça et je pense qu'après les élections, certainement, ça sera fait. Parce que lorsqu'on voulait passer au recensement, c'est tout le monde qui a crié au loup. C'est de la manipulation, c'est parce qu'on veut faire traîner, ça va durer 5 ans, Joseph Kabila restera au pouvoir 5 ans de plus. Ben maintenant, nous allons aux élections. Nous n'allons pas terminer sans parler de cette polémique. Je pose clairement et directement la question, est-ce que le chef de l'État s'est-il enrôlé 2 fois? Comment ça, le président de la République s'est enrôlé 2 fois? Je vous en prie, parce qu'il y a un fichier. Ça a été dit, ça a été... non, parce qu'il faut éviter, moi j'ai un intellectuel, un scientifique avec moi. Dites-nous, est-ce que le chef de l'État s'est-il enrôlé 2 fois? Non, mais c'est impossible, il va s'enrôler 2 fois, alors qu'on n'a pas 2 empreintes, madame. On n'a pas 2 empreintes. Donc, il y a un système qui est là, en place, qui fait que vous ne pouvez pas vous enrôler 2 fois, parce que vous n'allez pas effacer vos empreintes. Il va s'enrôler sur quel nom et en utilisant quelles empreintes? C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence pour éviter la fraude. Et pour les Congolais habitant à l'étranger aujourd'hui, est-ce que on a déjà commencé pour eux? Est-ce que la CENI pense aussi à ceux qui sont à l'étranger? Parce que selon la loi électorale, les Congolais de l'étranger doivent voter, mais depuis tout ce temps, j'ai l'impression qu'on les a je crois que non, le ministère de Congolais de l'étranger travaille certainement pour ça. Le Premier ministre, dans son discours de dépôt de la loi financière, l'a dit clairement. Il va voir avec les membres du gouvernement, chacun va déposer sa feuille de route par rapport aux actions prioritaires à mener. Donc je pense que le ministre délégué en charge des Congolais de l'étranger travaillera certainement pour ça, avant que la lettre d'émission n'y revienne.
Prochain sujet, les sanctions de l'Union européenne. C'est tombé encore, et même à part l'Union européenne, les États-Unis aussi ont sanctionné. Nous allons parler en tout cas en long et à large de ce dossier et la restitution du sommet Cameroun. Plus de détails dans ce troisième condensé, mesdames et messieurs. Au total, 9 autorités congolaises sont sanctionnées par l'Union européenne. Il s'agit entre autres d'Evariste Bouchab, ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gédéon Kyungu, ancien chef de guerre dans le Kasaï, Alexis Kandé, actuel gouverneur du Kasaï central, aussi accusé d'avoir refusé la nomination du chef coutumier Kamwina Nsapu, Jean-Claude Kazembe, le gouverneur déchu par les députés provinciaux du Haut-Katanga et tout récemment réhabilité par la Cour constitutionnelle. Celui-ci est accusé pour avoir interdit toute manifestation dans la province et pour sa probable participation à la condamnation dénoncée contre Moïse Katumbi. Lambert Mende, l'actuel ministre de la Communication et Médias, Kalev Mutombe, directeur de l'ANER, général Akili Mundos, Eric Rouo-Rimbere, général de brigade, accusé d'avoir utilisé la répression, torture et assassinat des civils dans la région de Tchimboulou, et enfin Emmanuel Ramazani Chadari, l'actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui serait accusé d'une probable implication dans les massacres au Kasaï. Ces 9 personnalités congolaises sont désormais interdites de pénétrer sur le territoire européen et verront leurs avoirs gelés. Il a représenté valablement la RDC, son pays, à la rencontre des hauts niveaux de ministres africains et malgaches de l'enseignement supérieur et universitaire à Yaoundé au Cameroun, convoqué dans le cadre du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Simbikaï et d'autres membres du CAMES ont d'abord traité des questions liées à leur organisation qui va bientôt célébrer son cinquantenaire. Nous avons placé le ministre camerounais de l'enseignement supérieur comme président d'exercice et puis on a reconduit le Gabonais qui est secrétaire général. Regagné Kinshasa ce mardi, le ministre de l'ESU va trouver l'occasion de faire la restitution de sa mission de travail. Mais il était aussi question surtout de parler de l'équivalence, l'homologation des diplômes dans l'espace des pays du CAMES. C'est pour cela que nous allons, en ce qui nous concerne, mettre sur pied un comité de pilotage CMLMD afin de pouvoir sensibiliser tous les acteurs du système de l'éducation supérieure afin que nous puissions tous ensemble muter vers ce système. La mise sur pied des agences assurance qualité dans l'espace des pays africains du CAMES. Cette rencontre aura été, surtout pour Simbikaï, l'occasion de constater les faiblesses à déplorer et les efforts à déployer pour développer les secteurs de l'ESU congolais. Nous devons être regardants par rapport au contenu même de cours, au contenu d'enseignements qui sont dispensés par les établissements d'enseignement supérieur universitaire chez nous. Quand des diplômes pareils vont à l'extérieur et sont sous-évalués, eh ben on s'entraîne, donc notre enseignement n'est pas tellement apprécié sur le plan continental. Or, comme vous savez, nous voudrons bien que nos établissements, nos universités soient aussi parmi les meilleurs sur le plan de l'Afrique. Gare aux établissements de l'ESU non viables, car Simbikaï se veut strict pour la qualité des contenus des cours dispensés et leur fermeture est envisagée. Les sanctions sont tombées, les noms ont été cités. Merci à toi, notre directeur de programme. Alors, quels sont selon vous les critères l'Union européenne pour sanctionner certaines autorités de la RDC? Ils le font comment? Ils choisissent quoi? Comment? Mais en fait, il n'y a pas de critères. C'est de l'arbitrage, c'est l'arbitraire. Ça relève oui, ça relève du fait du prince. Parce qu'aujourd'hui, on reproche au ministre Mende d'être porte-parole d'une politique répressive. Il n'y a rien, aucune preuve pour corroborer ces accusations. Rien du tout. Il n'y a pas eu d'investigation, aucun travail, aucun élément, aucune preuve. Et il est porte-parole
d'une politique répressive. Est-ce que le gouvernement congolais applique une politique répressive contre sa population? La question de Chimbulu, de Kananga, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Depuis le début, on a dénoncé des actes terroristes. On a voulu nous faire croire que c'était un fait social, il fallait répondre à cela et les gens allaient se calmer. Mais les écoutes téléphoniques aujourd'hui là de services de renseignement sur M. Kankou par exemple montrent bien qu'il s'agissait des terroristes. Quand on demande à ce qu'un colonel soit battu, tabassé, tué, on a vu la femme de l'administrateur du territoire de l'autre côté, coupée en 1000 morceaux. Mais c'est des actes de terroristes. C'est des actes terroristes. Donc là, le gouvernement agit, la police est déployée, les forces armées sont déployées et on parle d'une répression. Non, madame. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose. On a aligné des noms, on a cité des gens, des officiels, sans aucune preuve. Nous savons que c'est de l'arbitraire, oui, c'est cela. Mais ce n'est que la partie émergée, la première phase de ces gens, l'action de ces personnes qui veulent combattre... Donc, selon vous, Amanda Katako, il y a des fils du pays qui font cette propagande contre certaines autorités de la RDC? Mais oui, mais bien sûr, il n'y a même pas question de propagande. On a vu ce qui s'est passé, le New York Times a publié des éléments. Aujourd'hui, quand on sanctionne, qu'est-ce qui se passe après? On surveille les mouvements, les transactions au niveau des banques. Il ne faut pas opérer des transactions en euros, il ne faut pas opérer des transactions en dollars. Et lorsqu'une banque congolaise opère des transactions en euros ou en dollars par rapport à une personne qui a été sanctionnée par l'Union européenne, mais la banque à son tour elle est sanctionnée. Le code SWIFT coupé. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de transactions à l'international pour cette banque. Imaginez, nous avons combien de banques ici? Si ces banques sont sanctionnées... c'est vrai que vous dites que c'est de l'arbitraire, mais quand même... C'est vrai que moi je l'ai dit, hein, les Occidentaux ne sont pas supérieurs à nous, mais je ne pense pas que ces gens prennent des décisions comme ça à l'arbitraire. Il y a quand même certains documents, il y a quand même certains éléments. Si le New York Times publie quand même certains éléments, si la Libre Belgique publie quelque chose, vous ne croyez pas ça. C'est ça qui est curieux. Il y a quand même certains éléments pour que les Occidentaux puissent sanctionner. C'est ça qui est curieux. Ils ne le font pas comme ça. C'est ça qui est curieux. Pourquoi ils n'ont pas choisi Manda Katako, ils ont choisi Lambert Mende? Madame, il y a quand même des éléments. Madame, je vais vous dire une chose. C'est ça qui est curieux. Monsieur Kankou qui a été formellement identifié n'est pas dans la liste. Ça, c'est curieux. Ça, c'est un problème. Au fait, la question, la Russie a été sanctionnée par l'Union européenne. Qu'est-ce que la Suisse a dit? La Suisse a dit, je ne sanctionne pas la Russie. Ramenez-moi une résolution des Nations Unies et je sanctionnerai la Russie. Vous n'êtes pas la Suisse. Non, mais c'est... Mais oui, des recours maintenant. On va y arriver, des recours. Où vont-ils... Il y a un tribunal au niveau de la Commission européenne qui peut être saisi pour un recours éventuel, mais aujourd'hui, cela va nous servir des tribunes, parce qu'on va démontrer, carte sur table, noir sur blanc, que le Congo est victime. Victime de quoi? Ses richesses, victime de quoi? Victime de ceux-là qui veulent nous recoloniser, qui veulent placer leurs pions ici, qui vont piller pour eux. Nous sommes victimes de ces gens. On parle des restrictions de visa contre le ministre Mende. Je suis souvent allé en Europe avec le ministre Mende. Et je veux vous dire, qu'est-ce que le ministre fait? Il répond aux invitations. Il répond à une invitation officielle. Il rétablit la vérité travestie par certains médias ou même par certaines autorités européennes. C'est ça qui dérange, madame. C'est ça qui dérange. Rétablir la vérité travestie en utilisant leurs médias, en allant directement tout droit à l'opinion publique européenne, c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune condamnation judiciaire, aucun élément qui peut aujourd'hui corroborer les accusations. L'Union européenne a sanctionné Manda Katako. Nous sommes aussi dans les relations internationales. La contrepartie congolaise, ce sera quoi? Parce que nous, on ne sera pas là qu'à subir chaque fois des sanctions. Parce qu'on n'a pas d'autorité européenne à sanctionner aussi. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais tantôt. Donc là, cela relève du fait du prince. Ils ont, un pays est souverain.
de prendre des décisions de refuser de donner un visa à quelqu'un, de prendre des décisions de faire surveiller les systèmes bancaires ou de refuser à ce que des individus passent par leur système bancaire pour leurs transactions financières. Autant l'Europe peut le faire contre le Congo, autant le Congo pourra le faire contre l'Europe. C'est ça la question. Qu'est-ce qui nous empêche? Nous sommes en train de travailler sur ça. Est-ce que cela ne nous donnerait-il pas une leçon aussi, Manda Katoko, de nous recentrer un peu nous-mêmes, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a quand même certaines autorités qui ont leur bien en Europe, il y en a qui mettent leur argent dans les banques européennes. Est-ce que cela ne les pousserait-il pas un peu à se recentrer pour la RDC, mettre un peu leur argent en RDC et s'occuper un peu de la RDC? Madame, le général Olenga a dit, ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas mis mes pieds en Europe. Il a été sanctionné, lui aussi. Il a dit, lui, c'est les États-Unis. Oui, aux États-Unis. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas mis mes pieds aux États-Unis. Donc, je ne me sens pas concerné par ces sanctions. Là, nous sommes dans la manipulation, mais qui nous apporte des éléments qui confirment. Cela n'impacte pas quand on cite ton nom comme ça. C'est vrai que vous allez dire qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a rien, mais cela n'impacte-t-il pas un tout petit peu, même pour sa propre personne, quand on cite Lambert Mende, on cite Général Olenga, on cite les autorités congolaises, sur le plan international ou sur le plan personnel, cela n'impacte-t-il pas? Madame, c'est de l'arbitraire, et aujourd'hui, nous sommes en train de réunir tous les éléments. Nous allons nous servir de ce tribunal européen pour dénoncer cela comme tribune et expliquer comment le Congo est visé, parce que nous voulons être un pays souverain, parce que nous ne voulons pas être recolonisés, parce que nous ne voulons pas avoir des laquais de ces gens qui veulent être installés ici pour piller. Nous allons nous servir de ça comme tribune. Votre souveraineté, Manda Katoko, c'est vrai que vous parlez beaucoup de souveraineté politique, mais nous n'avons aucune souveraineté économique, vu par exemple comment nos marchés sont envahis par... Moi je ne mâche pas les mots, hein, c'est mon pays, je l'aime. Comment nos marchés sont envahis par les Indo-Pakistanais, par les Libanais, etc. Nous sommes indépendants, ni politiquement, ni économiquement. De quelle indépendance parlez-vous? De quelle souveraineté? Madame, à Paris, vous ne ferez pas 100 mètres sans croiser une boutique chinoise. Il y a tout un quartier, même plus, le 11e arrondissement, réservé aux Chinois. Pas 100 mètres, pas 50 mètres sans croiser une boutique chinoise. C'est pas pour autant que la France se laisse marcher sur les pieds par la Chine. C'est pas pour autant que la France se laisse marcher par le pied, sur les pieds par la Chine. Aujourd'hui, le monde est devenu un grand village, et je pense même que c'est pour ça que les Européens vont pas trop sanctionner du côté de la Chine, parce qu'ils savent que demain ils vont acheter des chemises à 30 $ venant de la Chine. Quand elles sont achetées aujourd'hui à 4 $, elles sont produites en Chine. L'Amérique est endettée, a une grosse dette de la Chine, mais l'Amérique ne s'est fait pas marcher sur les pieds par les Chinois. Donc autant nous devenons un pays capable d'accueillir des investissements ici, des investissements étrangers, des capitaux étrangers, mais c'est pas pour autant qu'on doit se faire marcher sous les pieds. Et c'est au fait ça qui dérange. Quand on explique aux amis que nous sommes un pays ouvert, mais pas offert, et c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. D'où les sanctions que nous voyons aujourd'hui. Mais nous allons livrer ces combats, nous allons nous servir de ces tribunaux comme une tribune, et cette question sera réglée une bonne fois pour toutes. Le ministre, nous avons suivi le ministre de l'ESU, Steve Bikaï, qui est allé au Cameroun représenter notre pays, la République démocratique du Congo. Il a parlé de l'homologation des diplômes, qu'on doit essayer un peu de revoir certains cours, parce que nous sommes en tout cas aussi en retard par rapport à beaucoup de pays africains, européens. Pour vous, il a grandement raison de mettre l'accent sur ça? Oui, il faut mettre l'accent sur ça, c'est très important. Il faut travailler là-dessus. Moi, je me souviens en 99, donc disons en 2000, je suis allé en France où j'ai fait mon inscription à Paris 1, mais je n'avais pas besoin de faire trop d'acrobatie. Lorsqu'on disait que arrivé en Europe, il fallait revenir en 6e des humanités, refaire l'année ou 5e et tout ça. Non, j'ai juste fait l'équivalence des diplômes. On m'a demandé d'expliquer pourquoi j'avais fait le choix de Paris 1, de la Sorbonne sur 5 feuilles. J'ai expliqué.
Et puis ça a été corrigé et finalement j'avais eu mon équivalence. Le diplôme encore de la valeur aujourd'hui, vous donnez peut-être votre cas, mais aujourd'hui pour la majeure partie des Congolais c'est très difficile, hein, cette homologation des diplômes. Non, moi je pense que autant on peut travailler sur ça, autant nous devons arrêter de nous sous-estimer. Il faut savoir croire en nous-mêmes et ça va nous éviter de penser que non, on est très bas. Donc les gens qui vont aujourd'hui en Europe, qui font leurs inscriptions, moi je pense qu'ils peuvent témoigner. Il n'y a pas en France par exemple de complications particulières. Vous savez parler français, vous savez écrire français, vous avez votre équivalence des diplômes et vous commencez. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le Premier ministre est allé défendre son budget qui vaut aujourd'hui à peu près entre 5 et 6 milliards de dollars et la réaction de quelques députés après. En tout cas, ce débat qui a été très très houleux. La loi de finances exercice 2017 est un budget en équilibre en recettes et en dépenses estimé à plus de 11 milliards de francs congolais, a précisé le Premier ministre lors de la présentation du projet de loi des finances. À en croire le chef du gouvernement, les élections occupent une place de choix dans son budget. Sur ressources propres, le gouvernement entend débourser 1 169 milliards de francs congolais pour l'organisation de 3 scrutins prévus d'ici la fin de l'année. Montant jugé insuffisant, reconnaît Bruno Tshibala, mais il compte cependant sur le partenaire international. Le gouvernement de la République projette aussi l'amélioration du social de la population, la réduction du taux de chômage des jeunes. Les agents et fonctionnaires de l'État peuvent se frotter les mains. Ce budget garantit non seulement la régularité de la paie, mais projette aussi l'augmentation de 9% attendue de l'enveloppe de rémunération. Bruno Tshibala a rassuré la plénière que son gouvernement allait insister sur la qualité de la dépense publique et la bonne gouvernance. Il a promis en outre de lutter contre la corruption et autres maux qui ne favorisent pas le développement du pays. Moi, je crois qu'on continue à vendre du vent au peuple congolais, parce que je ne vois pas comment ce budget peut être réalisé. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre ne serait-ce que les 60% des prévisions. J'en doute fort, puisqu'il y a des rubriques qui me font penser à, je ne sais pourquoi, apparemment, c'est à base du néant que certaines prévisions sont disons, dégagées. Effectivement, il y a quelques points forts dans le budget, mais il y a aussi des faiblesses. Les points forts, c'est que, à peine arrivé, le Premier ministre a su mettre en place un budget. Le point fort, c'est le taux d'échange. Le Premier ministre, dans son budget, il dit c'est 14,2 et à la fin de l'année, il parle de 14,6. C'est déjà un point fort parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le budget c'est à 9,3. Donc, si on peut appliquer ce budget-là, le pouvoir d'achat de la population va s'améliorer sensiblement. Moi, le point faible de ce budget, ce sont les chiffres qu'on a gonflés. Donc, je ne sais pas par quel miracle le Premier ministre va partir de 4 milliards à 11 milliards, à 7 milliards. Ça vraiment, vous avez suivi quelques députés. Il y en a un de son parti de l'UDPS qui a même dit par quelle alchimie le Premier ministre va arriver à cela. Donc le point faible de ce budget-là, c'est d'ailleurs, vous le savez, vous journalistes, qu'on est incapable dans ces pays d'atteindre 10% de réalisation, non, 5% ou 6% de réalisation, plutôt, excusez-moi, 60% de réalisation. Mais quand le Premier ministre gonfle trop les chiffres comme ça, j'ai peur de notre pays. Franchement, j'ai peur. Mandak Katako, question directe. Budget réaliste ou utopique? Réaliste. Comment ça? Ben oui, mais parce que quand on arrive aux affaires, la première des choses qu'on fait, c'est identifier les richesses.
Et le Premier ministre a été assez clair même dans son speech quand il a dit que la situation économique s'améliorait doucement et que la demande en termes de matières premières était relancée, et même sur le plan du pétrole. C'était pas les cas. Le dollar qui s'échange aujourd'hui à $1 à 145. Oui, mais il a élaboré des scénarios. Il a reconnu le problème. Il a élaboré des scénarios sur lesquels la commission ECOFIN est en train de se pencher aujourd'hui avec le ministère du Budget et les cabinets du Premier ministre pour une croissance à 3,5 et même par rapport au taux d'échange autour de 1452 francs le $1. C'était pas le cas lorsque le budget des 4 milliards avait été élaboré par rapport à la crise qui était assez serrée. Mais aujourd'hui, l'économie est en train de se relancer doucement. Et le Premier ministre a tablé aussi sur ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le dollar s'échange à $1, bon, mettons $100 à 145 000 francs, mais les fonctionnaires se plaignent et disent qu'ils sont toujours payés sous le taux de 92 000 francs. Donc le Congolais a perdu plus de 60 à 65% de sa valeur. Effectivement, le Congolais perd le pouvoir d'achat par rapport à ça. Et le Premier ministre, par rapport au scénario élaboré, il a notamment tablé sur le fait qu'on allait fixer le taux d'échange à 1452 francs pour $1. Donc je pense qu'il y aura une implication directement sur le réajustement des salaires. Oui, dire qu'on va ajouter 10 000 à 20 000 francs sur chaque fonctionnaire. Hein. Non, mais je pense que puisque le taux officiel sera de 1452 francs, donc il y aura certainement une implication. Mais c'est vrai, parlons maintenant de l'apport de la communauté internationale dans ce budget. C'est vrai, vous travaillez avec le nationaliste Mende qui aime parler de la souveraineté nationale. Mais pour vous, pourquoi cet apport de la communauté? Doit-on toujours se tourner vers cette fameuse communauté internationale pour apporter un souffle dans notre budget? Mais je vais vous dire une chose, madame. Je vais peut-être vous surprendre. Le Japon apporte pour près de 40% dans le budget américain, qui vient du Japon, l'allié du Pacifique. Donc c'est pas une question extraordinaire, c'est pas une nouveauté. Non, c'est pour dire que c'est pas. Bien les comparaisons c'est pour dire, madame, que c'est pas une nouveauté congolaise. C'est pas une nouveauté congolaise. J'étais encore en train de lire aujourd'hui, cet après-midi, l'interview que le chef de l'État avait accordée au journal allemand, où il est revenu sur la question des élections de 2011, où il a contredit les journalistes qui parlaient du plan Marshall européen pour l'Afrique. Le président de la République a été clair. Plus de 50 ans, vous nous faites des promesses sur ça. Pourquoi le plan Marshall aujourd'hui? Nous avons organisé nos élections en 2011. C'était une mobilisation interne. Les partenaires qui nous promettaient les moyens nous ont demandé de repousser les élections. Mais nous sommes allés aux élections. Nous sommes allés aux urnes. Félix Tshisekedi est allé voter. Tshisekedi était candidat. Il a voté lui-même. Mais c'était sur fonds propres. C'était de la mobilisation interne, de la mobilisation du gouvernement, de la mobilisation du chef de l'État. Donc c'est pas une nouveauté, c'est pas exceptionnel que les partenaires étrangers apportent une contribution, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Comme on le sait, ils le font pas souvent, vous l'avez dit, le chef de l'État l'a d'ailleurs souligné, mais bon, espérons vraiment que cette fois-ci, on s'occuperait un peu du social du Congolais, parce que vraiment le social du Congolais, oui, parce que vous avez catastrophique. Vous avez vraiment raison. On ne sera pas allé aux élections si sur le plan social il n'y a pas de stabilité. Donc il faut, autant on travaille pour aller aux élections, autant il faut travailler pour le social. Et là, le Premier ministre l'a si bien dit dans son discours de présentation. Est-ce qu'il y avait un chapitre dans ce budget, ça c'est la question que je vous pose, liée aux élections, parce que vous avez dit, si le social ne va pas, si on n'a pas d'argent, peut-être on n'ira pas aux élections. Et le mot qui fâche, le mot qui fait peur, le mot qui suscite la passion, Manda Katako, c'est le référendum. Si ça ne marche pas aujourd'hui, est-ce que la population, on laissera à la population le choix d'aller au référendum pour changer un peu quelques articles? Mais le référendum est constitutionnel, madame. Voilà la phrase clé, je m'y attendais. Le référendum est constitutionnel. Mais oui, le référendum est constitutionnel.
Le contraire serait... C'est approprié à ce moment d'aller au référendum parce qu'aujourd'hui, le voix déjà s'élève pour dire on va y aller si ça ne va pas. Mais il y en a qui disent que selon les accords du 31 décembre, pas question de référendum, quelle que soit la situation. Le référendum est constitutionnel. Donc vous pensez que les 80 millions de Congolais vont laisser 30, 40 personnes qui sont allées siéger à la Senco décider pour 80 millions de personnes? Il n'y avait pas que la Senco, il y avait aussi la cité de l'Union africaine. Oui, mais il n'y avait pas un million de personnes là-bas. Mais il n'y avait pas un million de personnes là-bas. Il n'y avait pas un million de personnes. On les a mandatés, tous les Congolais ne peuvent pas aller à la Senco ni oui, mais c'est aussi... Il y a 500 députés, on a mandaté à 500 députés. Aujourd'hui, c'est aussi en droit que les Congolais sollicitent un référendum. C'est constitutionnel. Bon, selon vous, si ça se faisait, prenons cette politique fiction, pour vous, Mandat Katako, si vous réalisez cette constitution, quel article doit-on modifier dans cette constitution? Madame. Un ou deux articles. Madame, s'il vous plaît. Ce qui est important ici, c'est qu'on comprenne que le référendum est ça, on le sait, c'est constitutionnel. Je ne suis pas... Si on vous demandait par exemple, prenons le fait de la double nationalité, soyons pratiques. J'ai un intellectuel avec moi, ne faites pas de faux fouillons, Mandat Katako. Prenons la double nationalité. Aujourd'hui, par exemple, on dit pour Clément Kankou, qui s'est prévalu de sa nationalité canadienne pour se réfugier, bien que, je le répète, l'ambassadrice du Canada a démenti l'information, mais selon d'autres sources, bravo à Actualité CD qui nous a dit, et 7 sur 7, qu'il serait, entre guillemets, à Bruxelles, en Belgique aujourd'hui. Donc, Clément Kankou s'est prévalu de sa nationalité canadienne. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que ça sera bien qu'on mette cette question de double nationalité? D'ailleurs, je me pose la question si Mandat Katako n'est pas français, comme il a fait en France. Pas du tout. Alors, on se pose la question si on doit mettre sur la table cette question de double nationalité et qu'on en parle réellement, puisqu'il y a des milliers de Congolais qui possèdent une autre nationalité. Ben oui, c'est une question vraiment cruciale et réelle et passionnante. Ben oui. Et passionnée. Ben oui, c'est une question qui doit être mise sur la table. Mais aujourd'hui, la nationalité congolaise, elle est pour vous, on doit modifier? On peut modifier? C'est une question qui doit être mise sur la table des discussions. Quelle est votre position personnelle? Moi, je pose la question en Mandat Katako, le Congolais. Pour vous, moi, j'ai dit, votre question sur la double nationalité. Vous l'avez dit tantôt, que j'étais en France, que j'ai fait mes études là-bas, effectivement. J'avais une carte des résidents français des 10 ans. Les jours où j'ai décidé de mettre la clé sous la porte chez moi et de rentrer au Congo, je suis revenu au Congo et j'avais ma carte en poche qui a expiré ici. Donc ça veut dire que c'est des choix. Lorsque vous avez fait le choix de devenir français et que la nationalité congolaise, elle est exclusive, vous abandonnez la nationalité congolaise. C'est des choix. Mais comment savoir, avec les élections qui arrivent, c'est vrai, à un moment même, Sami Badibanga qui a été nommé Premier ministre, on a su après qu'il était belge, comment savoir aujourd'hui, par exemple, pour les élections qui viennent, qui est Congolais, qui n'est pas, surtout pour les Congolais vivant à l'étranger, même ceux qui sont ici, il y en a plein qui ont ces passeports bleus, rouges, je ne sais pas moi quoi, et aujourd'hui... Au fait, c'est facile, c'est des fichiers, c'est des fichiers qui existent. Lorsque vous devenez français, lorsque vous êtes résident, lorsque vous avez une carte d'une année, vous êtes fiché, vous êtes dans une base de données. On peut tout simplement interroger cette base de données pour savoir si vous êtes français, ou si vous êtes belge, ou si vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est un travail à vraiment reporter le terrain, aller sonder un peu, parce que... Je salue quand même le travail qui est en train d'être fait en ce moment au ministère des Congolais de l'étranger avec la carte Okapi, qui va faciliter les Congolais de l'étranger d'éviter les Français devenus Français ou qui ont eu une autre nationalité, d'éviter de passer par les ambassades. Donc avec la carte Okapi, ils passeront directement de leur pays de résidence ou là où ils ont leur nationalité au Congo. Quelques facilités qu'on accorde aux originaires de la RDC. Voilà, c'est une transition avant que cette question ne soit débattue de manière sérieuse, parce que il faut vraiment débattre sur ça. C'est une question vraiment qui fâche, malgré le moratoire. Il faut débattre sur ça. Vous avez vu des gens, M. Kankou, c'est un exemple. Vous commettez des crimes et puis vous allez vous réfugier dans une ambassade et tout à coup on se rend compte que vous êtes Canadien. Donc autant vous faites des bêtises
et vous utilisez votre nationalité pour aller vous réfugier ailleurs. Donc c'est une question sérieuse, il faut travailler sur ça. C'est pas quelque chose qu'on doit abolir comme ça. Il faut débattre sérieusement. Nous nous rendons dans quelques ministères, mesdames et messieurs. Nous allons chez le Premier ministre Bruno Tshibala qui a reçu une délégation de l'Union africaine et la rencontre de chefs coutumiers, le ministère ayant les affaires coutumières en charge. Plus de détails dans ce 5e condensé, mesdames et messieurs. Au centre des discussions de ce tête-à-tête entre le Premier ministre et la délégation conduite par les commissaires à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, la mise en place du comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les visiteurs de Bruno Tshibala, composés des représentants de la CIRGL, de la SADC et de l'Union africaine, souhaitent la mise en œuvre intégrale de l'accord de la SENCO. La problématique liée à l'organisation des élections en République démocratique du Congo était aussi au menu des échanges. Comment on peut soutenir les efforts visant à mettre en œuvre l'accord du 31 décembre. Comme vous le savez, toutes nos organisations ont soutenu très fortement le dialogue et l'accord du 31 décembre. Et nous souhaitons que toutes les parties prenantes y aillent de façon vigoureuse, comme cela a été prévu par l'accord du 31 décembre. Et comme vous savez, le Conseil de sécurité, lors de sa dernière résolution, a appelé à la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord. Et notre mission se situe dans ce cadre. Le chef du gouvernement a pour sa part rassuré ses hôtes. Les efforts fournis par le gouvernement en vue de financer le processus électoral est une preuve de la volonté de l'exécutif central d'aller aux élections, a-t-il dit. D'ailleurs, le budget 2017 tient en compte des axes prioritaires pour aboutir à la tenue des élections, a renchéri le Premier ministre. Ils disent représenter tous les chefs coutumiers de la RDC. Ces détenteurs du pouvoir traditionnel ont échangé avec le ministre des Affaires coutumières Guy Minkoulou pendant près d'1 heure. Au menu, la législation qui régule les secteurs du pouvoir coutumier en RDC. Pour eux, la RDC ne peut se développer sans leur contribution. Les chefs coutumiers, c'est les racines. Les chefs coutumiers, c'est la force de tout ce qui doit être pour un bon développement de la RDC. Raison pour laquelle nous étions. C'est une journée historique parce que nous étions là pour poursuivre à la loupe, de faire voir nos préoccupations en tant que chef coutumier. Le ministre nous a bien reçus. Il a été attentif à tout ce qui s'était présenté comme préoccupation de part et d'autre. Et nous sortons satisfaits. Sortis satisfaits. Ces chefs coutumiers veulent également en savoir plus sur l'assistance que l'État congolais accorde aux autorités traditionnelles. Il y a le budget qui doit se voter au Parlement. Ce que nous avons déploré, c'est tout ce qui est prévu dans les statuts portant le chef coutumier. On parle de la santé, on parle de prise en charge en cas d'investiture de chef, mais on ne fait pas voir en vers qui nous allons nous orienter. Raison pour laquelle il faut qu'on établisse avec toute assurance dans quelle direction nous serons tournés en vue de voir et récupérer cette assistance ou les moyens qui sortiront de la part de l'État pour soutenir toutes les associations. Le ministre des Affaires coutumières Guy Minkoulou a annoncé pour la semaine prochaine la publication d'une circulaire en vue de l'identification de toutes les associations de chefs coutumiers œuvrant en RDC. Il a tout de même souligné que les conflits coutumiers seront réglés par les concernés eux-mêmes. Mandek, est-ce que le chef coutumier impacte encore dans la gestion de la cité ou de leur juridiction aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. L'affaire des Chimbulu, des Kananga prouve bien cela. Donc il faut tout un ministère pour eux? Oui, évidemment. Il faut tout un ministère pour eux. Et quel est leur pouvoir? C'est pas une particularité congolaise. Quelle est la spécificité de leur pouvoir, au fait? Est-ce qu'ils doivent travailler main dans la main avec l'État ou c'est un contre-pouvoir de l'État? Non, ça ne peut pas être un contre-pouvoir. C'est quoi leur prérogative? Ça ne peut pas être un contre-pouvoir face à l'État. Ils sont gérés par l'État. Par quel oui, par le ministère des Affaires coutumières aujourd'hui. Voilà. Donc avant c'était le ministère de l'Intérieur peut-être. Voilà. Et quand Clément Kankou, à partir de Bruxelles,
dénonce, accuse l'ex-vice-premier ministre Bochab par rapport à sa gestion du dossier Kamyasa. Donc vous voyez clairement que les chefs coutumiers sont gérés par l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réhabiliter un peu ce pouvoir qui a été peut-être, je pourrais dire peut-être sali entre guillemets aujourd'hui. Aujourd'hui, les chefs coutumiers sont en tout cas indexés par le fait qu'ils sont là que pour vendre les terres et tout ça. Que doivent-ils faire selon vous pour réhabiliter ce pouvoir coutumier? Non, je pense que déjà au niveau des chefs coutumiers eux-mêmes, ils doivent s'organiser. Je vois souvent, il y a une organisation des chefs coutumiers ici, je pense dans vos locaux là, qui louent. Ils doivent s'organiser, mais d'un autre côté, le fait qu'ils aient tout un ministère pour le gérer, ça veut dire que l'État ne veut pas perdre le contrôle par rapport à leur gestion. Donc impérativement, il faut qu'il soit géré. La question des terres est gérée par le ministère des Affaires foncières, et les chefs coutumiers doivent s'organiser à leur niveau pour voir comment réhabiliter leur image par rapport à cette question. Nous avons vu aussi que le Premier ministre a reçu la délégation de l'Union africaine, et l'Union africaine, nous le savons, a réagi aussi par rapport aux sanctions. Il a dit qu'il se battrait pour appuyer la RDC par rapport à cette mesure qu'il trouve aussi injuste. Mais les gens ont réagi, ils ont dit que l'Union africaine n'est que le conglomérat des chefs d'État, ils se battent pour leurs prérogatives ou leurs avantages tout simplement. Qu'est-ce que l'Union africaine a presque pratiquement fait pour la RDC? On se pose la question. Si vous avez un élément de réponse, répondez à ces téléspectateurs qui vous suivent, qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas l'impact de l'Union africaine en RDC. Ça sera alors les débuts de la mobilisation au niveau africain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les chefs d'État, les gouvernements africains répètent la même chose. L'Africain aux Africains. L'Afrique aux Africains. Les Africains ne vont pas décider sur le sort de l'Europe ou sur le sort de l'Amérique. Moi je répète toujours, personne ne vous empêche de vendre vos minerais aux Européens. Pourquoi ne pas, par exemple, les modifier ou les transformer ici et leur donner une plus-value? Personne ne vous empêche de sanctionner les Européens. Non. Personne. Non, mais au fait, il ne faut pas sanctionner les gens de manière arbitraire, parce qu'il faut sanctionner, ou bien parce qu'on a des intérêts cachés, ou bien parce qu'on a des intérêts des appareils. Il faut sanctionner. Non, il faut éviter d'être dans l'arbitraire. Il faut éviter d'être dans l'arbitraire. L'Afrique ne s'est même pas de questions européennes. Quand les Noirs sont tués par la police blanche aux États-Unis, autant on condamne cela, mais on ne fait pas de l'ingérence. Donc l'Afrique aux Africains. Et c'est ça le message. Vous mettez les moyens, Mandak, pour que cette Afrique soit réellement dans le même africain. 50 ans après, nous tendons toujours la main. 50 ans après, il y a des milliers d'Africains qui meurent en mer Méditerranée. Déjà aujourd'hui, il y a unanimité au niveau des chefs d'État africains, des gouvernements et même des peuples par rapport à cette question. Il y a encore quelques temps, les sanctions européennes contre la RDC n'auraient pas trouvé de répondant africain. Mais aujourd'hui, il y a l'unanimité. Et c'était du tic au tac que l'Angola avait réagi, la Guinée-Conakry a réagi, et d'autres pays réagissent aussi. Vous avez dit l'Afrique aux Africains, mais moi je relève toujours un fait. Il est facile pour un Européen de circuler en Europe, peut-être par rapport à l'espace Schengen, même mis à part l'espace Schengen, c'est facile à un Européen de quitter, je peux dire l'Espagne jusqu'en Russie, mais pour un Africain, c'est difficile, pour un Africain par exemple d'aller en Angola, un Congolais d'aller en Angola, c'est difficile d'obtenir un visa pour un Congolais d'aller, je ne sais pas moi où. Pourquoi l'Afrique est difficile aux Africains? L'accessibilité de l'Afrique est difficile à l'Africain lui-même. Oui, moi je connais beaucoup plus l'Europe que l'Afrique. Pourquoi? Oui, ça c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que nous voulons résoudre ces problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le go a été donné. Est-ce qu'il y aura un genre espace Schengen en Afrique? Mais oui, pour qu'il y ait liberté de circulation de personnes, surtout des Africains en Afrique. Ça existe déjà. Où ça? Ça existe déjà, mais il faut voir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça existe. Il faut voir au niveau de la CEDEAO. Mettons l'Afrique centrale, par exemple, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui, même au niveau de l'Afrique centrale, c'est pas compliqué d'aller à Brazzaville. Ça existe. Ça existe, mais maintenant il faut ressouder cela sur le plan politique, plus de dynamisme par rapport à cette question. Et le go a été donné. Aujourd'hui, nous voyons une progression sur le plan de l'unanimité.
Nous allons terminer par le dossier de Congo Web Télévision. Nous l'avons dit, en tout cas, Congo Web Télévision, votre chaîne préférée, votre chaîne d'objectivité, votre chaîne de la vraie information, votre chaîne, en tout cas, aimée par la communauté nationale et internationale. Nous l'avons vu, beaucoup de visites à Congo Web Télévision. Les étrangers nous suivent, mais Congo Web Télévision est menacée. On le dit, je l'ai tweeté, je l'ai facebooké, je l'ai instagrammé, mais nous allons suivre le directeur général de Congo Web Télévision qui nous donne des explications par rapport au brouillage de notre signal et par rapport à une éventuelle fermeture de notre chaîne Congo Web Télévision. Nous avons reçu la lettre de la RPTC qui nous met sur la liste de télévisions qui doivent arrêter leurs émissions dans 2 semaines parce que nous sommes sur la liste de fréquences analogiques de Congo-Brazzaville. Mais nous savons déjà en 2008, lorsqu'on a discuté sur les fréquences, notre fréquence n'était pas sur la liste de Brazzaville. 2008. Aujourd'hui, nous sommes sur la liste de Brazzaville. Mais il y a des télévisions à Kinshasa qui sont sur la liste internationale de Brazzaville. Ces télévisions ne sont pas concernées par cette décision. Pourquoi seulement nous et d'autres télévisions concernées sont protégées? Par solidarité, je ne citerai pas une télévision ici. Il a été dit fin 2015, parce que nous n'étions pas capables de basculer en numérique en RDC, le gouvernement a pris des dispositions en mettant en place une équipe qui allait piloter cette migration vers la télévision numérique. Et il a été dit que toutes les chaînes de Kinshasa vont émettre en analogie jusqu'à ce que le gouvernement sera capable de nous amener tous vers le numérique. Donc aujourd'hui, on nous demande de fermer Congo Web. Pourquoi seulement nous? Pourquoi pas d'autres télévisions qui sont sur la fréquence de Brazzaville? Et c'est connu de tout le monde. Pourquoi seulement nous? Il y a 6 mois, on a commencé à perturber notre signal. Lorsque nous dénonçons cette perturbation, on nous envoie cette lettre. Donc voilà ce qui se passe. Nous allons continuer à émettre parce que nous avons confiance aux institutions de l'État. Nous avons confiance au comité national de la migration vers la télévision numérique. Nous avons confiance aux institutions de l'État que l'immigration, c'est toutes les télévisions. Vous avez aujourd'hui des télévisions qui sont sur prostate, en Binza. Ces télévisions-là sont sur numérique et continuent à émettre sur analogie. On ne les a pas coupées. Nous ne sommes pas sur numérique. Nous sommes que sur analogie. Nous, on va nous couper. Pourquoi ces mesures-là? J'ai avec moi le conseiller du ministre Mende, donc un tout petit peu la bouche autorisée, qui va nous en communication en plus. Donc on va bien communiquer par rapport à ce dossier qui soulève beaucoup de passion. Nous avons suivi notre directeur général qui a parlé du basculement vers le numérique. Quelle a été ou quelle est la position du gouvernement national par rapport à ce basculement vers le numérique? Ouais, ben déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire que le ministère des Médias, le ministre des Médias n'a jamais décidé de la fermeture du Congo Web. Une commission a été mise en place pour travailler par rapport à la migration d'analogie numérique et il était question de continuer en simulcast. Donc ça veut dire on évolue, on émet en analogique et en numérique en même temps. Parce que
il y a une période de grâce qui avait été décidée pour permettre aux télévisions de se conformer, de s'outiller pour basculer. Le Congo va dépasser cette période, donc la période de grâce est terminée. La période de grâce n'est pas terminée. Nous sommes en période de grâce. Donc vous allez mettre en simulcast, en analogique et en numérique. Ça permet aux télévisions de s'outiller pour basculer de manière confortable en numérique, mais ça permet aussi aux foyers de s'outiller, acheter des télévisions avec carte TNT incorporée, ou alors des décodeurs TNT. Donc nous sommes en période de grâce. Effectivement, Congoweb avait saisi le ministre Omende par rapport à cette question. Le ministre était en Chine où il participait au 7e forum sur le numérique en Afrique. Donc la Chine a décidé de booster le numérique en Afrique, lutter contre la fracture numérique. Il était là-bas. Quand il est revenu, il a été saisi de cette correspondance. Donc là, le ministre a écrit à l'autorité de régulation de postes et télécommunications pour s'imprégner de ce qui se passe par rapport à la fréquence de Congoweb. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, avec son dernier voyage en Chine, ça a permis aussi à la firme StarTime, qui est notre partenaire par rapport à cette question de numérisation, d'avoir le go de s'y déployer. Donc le déploiement va commencer maintenant, mais nous sommes encore en période... le go va commencer, donc StarTime va se déployer dans toute la République et le coût sera peut-être moins cher pour les familles congolaises pour avoir ces décodeurs et avoir toutes les chaînes. Oui, il y a ça, mais là, oui, là nous allons vraiment dans la TNT. Donc StarTime, c'est pas tellement ce que nous voyons, c'est une firme qui est... C'est une grande firme en Chine, voilà, c'est une grande firme qui est dans le numérique. Et StarTime va aider le gouvernement congolais, travailler en collaboration avec l'État congolais pour que les familles congolaises soient dotées en outils nécessaires pour la TNT. J'ai discuté ce matin, moi je suis une influenceuse, j'ai discuté ce matin sur internet avec un monsieur qui m'a dit que non, les fréquences des chaînes choisies qu'on voit à la télévision, c'est un TV et d'autres, j'ai oublié, c'est pour permettre à la 4G d'être opérationnelle ici en République démocratique du Congo. On a dédié ces fréquences à certaines firmes de télécommunications pour avoir la 4G et que des tests étaient déjà opérationnels en République démocratique du Congo, donc on doit libérer ces chaînes parce que c'est comme ça et c'est la loi est dure mais c'est la loi. Vous l'avez dit tantôt que j'étais quand même la bouche autorisée. Donc je vous dis que le ministre a écrit à l'autorité de régulation de postes et télécommunications et l'autorité de régulation de postes et télécommunications RPTC répondra au ministre pour lui expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement avec cette fréquence? Mais depuis quelques mois aussi, on a vu l'apparition de beaucoup de chaînes de télévision depuis 2002. Le directeur Gilbert Beladi nous a parlé des fréquences de Brazzaville, des fréquences qui devaient normalement être pour Brazzaville, mais qui octroie les licences pour que ces nouvelles chaînes depuis 2002 commencent à émettre à Kinshasa. Mais c'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Mais qui est sous votre tutelle? Sous la tutelle de PTNT. Et pas avec vous, non, vous ne travaillez pas en... Non, au fait, nous gérons les contenants, donc les médias tels que c'est géré, mais avant que l'autorité n'octroie une fréquence, il faut qu'il y ait un avis favorable du ministère. Ministère des Médias. Du ministère des Médias. Et donc, est-ce que vous avez déjà donné ce go pour ces milliers de chaînes qui sont apparues depuis 2002? Des milliers de chaînes? Ouais, bon, c'est une façon de dire, hein, parce que nous voyons ces chaînes qui non, mais aujourd'hui, avec le numérique, donc, ils ont cette autorisation donc c'est des fréquences illimitées. Voilà, c'est des fréquences... ce ne sont pas les fréquences de Brazzaville. Non, la question des fréquences de Brazzaville a toujours existé, mais là maintenant nous basculons dans la TNT, dans le numérique. La dernière question par rapport à cette question, c'est la priorité. Moi, je posais cette question, je vous le pose, vous en tant que bouche autorisée du ministère de la Communication. Est-ce une priorité pour la RDC de basculer dans la TNT? Mais bien sûr, parce que c'est pas une question qui a été décidée par la RDC toute seule. C'est une question qui a été décidée à Genève
au siège des institutions des télécommunications, au siège international des institutions de télécommunications, l'Union internationale des télécoms, l'UIT. Donc c'est une question mondiale et nous ne pouvons pas, nous, la RDC, voilà, rester en marge de cela. Sinon on risque d'être sanctionné. Parce que c'est l'UIT qui est le patron de toutes les fréquences dans le monde. C'est l'UIT qui décide sur la question des fréquences. Donc c'est une question qui a été décidée sur le plan international et la RDC ne peut pas rester en marge de cela. Ok, et nous sommes presque à la fin. Manda Katako, combien de pays africains ont déjà basculé totalement dans la TNT? Vous en avez une idée? Bon, il y a quelques pays quand même. On a tous eu un peu le même problème sur le plan d'infrastructure. Alors nous, il y avait des questions d'ingérence de certains pays qui court-circuitaient un peu l'évolution de l'exécution avec nos partenaires de StarTime, et ces questions ont été résolues. Non, les Occidentaux, quand on dit certains partenaires des Occidentaux, non, vous ne voulez pas que vous ralliez aux Orientaux? J'ai dit il y a eu des ingérences extérieures et ces questions ont été réglées. Le ministre l'a annoncé au 7e forum sur le numérique en Afrique, à Beijing, il a annoncé. StarTime va se déployer et nous allons probablement basculer rapidement. D'ici combien de temps? Vous avez une estimation? Nous allons basculer, ça va aller, ça ira plus vite en tout cas. Au rythme du pays? Non, pas au rythme du pays, ça ira plus vite. Parce qu'on ne peut pas imposer. Maintenant, c'est OK. On parle d'une firme internationale très sérieuse. Alors, vous voyez, les hommes d'affaires, ils ne vont pas fonctionner à votre rythme parce que vous avez un rythme à vous. Voilà, merci donc à Manda Katako, conseiller en charge de la communication chez le ministre Lambert Mende, qui est notre ministre de tutelle. Merci d'être passé à la barre. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci donc à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous qui vous plaignez que Congo Web va s'éteindre, non, nous sommes encore là. Nous avons le soutien, et j'ose le dire, de notre ministre de la communication et des médias qui passe à part la RTNC, j'ose le dire, à part la RTNC, le ministre Mende passe souvent à Congo Web Télévision. Donc merci à notre équipe technique, à Maurice Gigandou, à Guy Lukoki, à Rassis Loubanzoulou, voilà, je suis arrivé. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Bon début de semaine et d'ailleurs bonne fête de Pentecôte aujourd'hui, c'était la Pentecôte. Oui, bonne fête. Joyeux anniversaire au président de la République. Je lui souhaite d'avoir une santé de fer parce qu'il a déjà un moral de fer. Alors il faudra aussi une santé de fer. Nous allons implorer le bon Dieu pour ça, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de travaux, beaucoup de chemin à faire. Et bon début de semaine à tous les journalistes et amis membres de la structure Presse pour le Progrès. Nous nous rêverons avec le même plaisir la semaine prochaine, toujours à Congo Web Télévision. Au revoir.